L'avocat a vu mon visage se figer. Il a quand même lâché son stylo, puis a incliné la tête. Mon beau-fils a affiché un sourire méprisant, comme si j'étais déjà condamné. C'est alors que l'avocat a murmuré, presque pour lui-même. « C'est bien vous ». Pendant un instant, la salle d'audience a semblé retenir son souffle. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté debout, la main posée sur le rebord usé de la table, sentant le grain du vieux bois sous ma paume. Quelque part derrière moi, une chaise a grincé. Le stylo d'un journaliste a crissé sur le papier. Puis la juge s'est éclairci la gorge, d'un ton sec et agacé, et le monde a repris son cours. Ce moment ne prendrait son sens que plus tard. À cet instant précis, personne dans cette pièce, et encore moins mon beau-fils, n'avait la moindre idée de ce qui venait de se passer. 2 mois plus tôt, je me trouvais seul dans mon garage, dans un quartier pavillonnaire au sud de Lyon, à contempler un carton que je n'avais pas ouvert depuis des années. La poussière sur le couvercle était si épaisse que j'aurais pu y écrire mon nom du bout du doigt. La maison était silencieuse, de ce silence creux qui s'installe après la mort de quelqu'un qui ne reviendra pas. Ma femme, Marguerite, Margot pour les intimes, était partie depuis 3 semaines. Le cancer ne vous lâche pas d'un coup, il emporte des morceaux. Son rire est parti en premier, puis son appétit. Vers la fin, même tenir une tasse de café l'épuisait. C'est moi qui la portais de la chambre au canapé, qui préparais ses médicaments, qui dormait sur une chaise à côté d'elle les mauvaises nuits. C'est moi qui étais là quand elle a rendu son dernier souffle, une expire si calme qu'on aurait dit qu'elle renonçait enfin à se battre contre le monde. Margot avait bâti son entreprise à partir de rien. Un seul camion, un seul client, un bureau emprunté à l'éclairage vacillant. 25 ans plus tard, Transport Morin et compagnie avaient des contrats dans toute la région et plus de tableurs Excel que je ne pourrais jamais en compter. Je n'y ai jamais travaillé, pas officiellement. Je bricolais, je réparais des portes, des éviers, une charnière cassée au bureau de l'entrepôt quand elle rentrait en se plaignant. Pour son fils, Adrien Lambert, c'est tout ce que j'ai jamais été. Adrien était arrivé pour l'enterrement dans un costume noir qui valait probablement plus cher que ma vieille camionnette. Il a salué les gens avec raideur, a consulté son téléphone pendant la cérémonie et n'a pas versé une larme. Au cimetière, alors que le prêtre parlait encore, Adrien s'est penché vers moi et m'a dit d'une voix basse et tranchante « On parlera de l'entreprise bientôt ». J'ai hoché la tête. J'étais trop fatigué pour discuter. Nous en avons parlé une semaine plus tard, dans l'ancien bureau de Margot, en centre-ville. Adrien était assis là où elle s'asseyait, tapotant sur son iPad, faisant défiler des graphiques comme s'il était déjà le patron. Il parlait de rationaliser, de repositionner, de protéger la marque. J'écoutais. Quand il a enfin marqué une pause, je lui ai dit la vérité. Margot m'avait laissé le contrôle de l'entreprise. C'est dans l'acte de fiducie, ai-je précisé. Il a ri. Pas fort, juste assez pour que ça pique. Toi, a-t-il dit. Franck, tu faisais la vidange de la voiture de ma mère. Tu n'as même pas les compétences pour tenir un stand de crêpes. C'était la première fois qu'il me traitait d'ignorant. La deuxième fois, c'était par écrit. L'assignation en justice est arrivée un mardi matin. Un pli épais, à l'allure officielle, remis par un coursier qui n'avait pas l'âge de mes chaussures de sécurité. Adrien me poursuivait pour faire annuler le testament, affirmant que Margot avait été manipulée pendant sa maladie par un conjoint parasite et sans éducation, qui avait exercé une influence abusive. Parasite. Le mot m'est resté en travers de la gorge. À la fin de la semaine, toute la radio locale en parlait. Pas mon nom au début, juste des chuchotements. Un veuf âgé, la société de sa jeune épouse, des questions soulevées. Au bistrot du coin, les gens ont arrêté de me demander comment j'allais. Un type a même changé de table quand je me suis assis. Je n'ai rien dit. Le vendredi, je me suis rendu au palais de justice de Lyon pour l'audience préliminaire. Le bâtiment sentait le vieux papier et la cire, comme tous les tribunaux. Adrien était déjà là, riant avec son avocat, maître Arnaud Chevalier, un homme dont le nom suffisait à rendre les gens nerveux dans cette ville. La spécialité de maître Chevalier était de démolir les gens, poliment. Adrien m'a jeté un regard et a souri avec dédain. C'est à ce moment-là que Chevalier a levé les yeux, s'est figé, a lâché son stylo et a baissé la tête. Le moment par lequel j'ai commencé mon récit, celui dont tout le monde se souviendrait. Mais à l'époque, tout ce que je sentais, c'était ce poids familier dans ma poitrine, le même que je portais depuis la mort de Margot. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste et j'ai touché le coin de mon petit carnet noir. Une habitude. Je l'avais sur moi depuis des années. Des dates, des heures, des noms, des petits détails que les gens oublient. Je me suis assis. L'audience a commencé.
Pendant que Chevalier parlait, exposant le dossier d'Adrien dans un langage lisse et acéré, j'étudiais mon beau-fils. Une coupe de cheveux parfaite, des chaussures brillantes, des mains douces qui n'avaient jamais réparé une porte à minuit ou soutenu une femme secouée par les vomissements de la chimio. Chevalier a conclu en disant « Monsieur Morin est un homme simple, et cette simplicité a été exploitée. Je n'ai pas interrompu. Je n'étais pas là pour débattre. J'étais là pour écouter et pour me souvenir. Quand la juge a levé la séance, Adrien m'a frôlé en passant et a lancé « Ça ne va pas durer longtemps ». Il n'imaginait pas à quel point il avait tort. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis retrouvé de nouveau dans le garage. J'ai ouvert le carton poussiéreux. À l'intérieur, de vieux dossiers, un badge d'identification délavé et une épinglette en laiton que j'avais presque oubliée. Je l'ai prise, j'ai senti son poids et j'ai noté la date du jour dans mon carnet. Lentement, soigneusement. Le papier n'oublie pas et il ne ment pas. Je n'ai pas beaucoup dormi après cette première audience. La maison craquait comme elle l'avait toujours fait, s'installant dans la nuit froide de la région lyonnaise. Mais chaque son semblait plus fort sans Margot pour me dire d'arrêter de faire les 100 pas. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné et je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un café dont je n'avais pas envie. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fixé le petit carnet noir posé à côté de mes clés. Les gens pensent que le silence est un signe de faiblesse. En réalité, il signifie que quelqu'un est attentif. J'ai ouvert le carnet. Les pages étaient couvertes de mon écriture, des dates, des noms, des petites flèches renvoyant à d'autres notes. Ce n'était rien de spécial, un calepin que j'achetais depuis des années au magasin de bricolage. Margot me taquinait à ce sujet. « Toi et ton petit livre, disait-elle, un jour, il va t'attirer des ennuis. » J'ai souri à ce souvenir, puis j'ai fermé le carnet et attrapé ma veste. À 7 heures, je roulais vers l'est, en direction d'une zone industrielle que je n'avais pas visitée depuis plus de 10 ans. Le soleil se levait à peine, jetant une lumière pâle sur les entrepôts. Le bâtiment semblait plus petit que dans mes souvenirs. Même brique, même porte en acier, mais une enseigne différente. Je me suis garé, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Le gardien à l'accueil avait les cheveux gris maintenant, son uniforme un peu plus lâche autour de la taille. Il a levé les yeux, a plissé les paupières, puis s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière. « Nom d'un chien !» a-t-il dit en enlevant sa casquette. « Franck Morin. »« Salut Joe !» ai-je répondu. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là, ni demandé mes papiers. Il a juste fait un signe de tête vers le couloir, comme s'il savait que ce jour pourrait arriver. C'est comme ça que ça se passait d'habitude. À l'époque où je travaillais encore dans le contrôle de conformité des transports, personne ne m'annonçait. Je n'avais pas un badge qui impressionnait les gens. J'arrivais, je posais des questions discrètes et je notais des choses. C'est comme ça que j'avais gagné mon ancien surnom, le limier. Pas parce que j'aboyais, mais parce qu'une fois que j'avais une piste, je ne la lâchais plus. Je n'avais pas utilisé cette partie de ma vie depuis des années. La maladie de Margot y avait mis un terme, je le croyais. Mais en marchant le long des rangées de classeurs et des néons bourdonnants, quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Ce n'était pas une question de fierté, c'était une question de vérité. Je n'étais pas là pour salir l'entreprise de Margot. J'étais là pour la comprendre comme elle, ligne par ligne, règlement par règlement. J'ai passé la matinée à éplucher les registres publics, les résumés d'audit, les rapports de conformité que n'importe qui peut demander s'il sait où chercher. À midi, j'avais les yeux qui brûlaient, mes doigts étaient noirs de poussière et d'encre. J'ai conduit jusqu'au routier de Raymond, le même endroit où Margot et moi nous arrêtions après les rendez-vous chez le médecin. Des banquettes en sky, un café qui avait le goût d'avoir été réchauffé depuis les années 80. Raymond lui-même m'a resservi sans poser de questions. « Tu as une sale gueule », m'a-t-il dit avec bienveillance. « Je me sens comme tel », ai-je répondu. Raymond s'est glissé sur la banquette en face de moi. 62 ans, des avant-bras épais, une veste de travail un peu usée sur les épaules. Il me connaissait depuis assez longtemps pour ne pas insister. Finalement, il a dit « Tu vas laisser ce gamin t'écraser ?» J'ai remué mon café. « Non. »« Bien, » a-t-il dit. « Alors ne te précipite pas. » « Bats-toi intelligemment, pas durement. » Cette phrase m'est restée. La semaine suivante, j'ai trouvé un rythme. Les matinées pour la paperasse, les après-midi pour la réflexion, les soirées pour de petites réparations dans la maison, des choses que j'avais reportées pendant la maladie de Margot. Une charnière qui grince, un robinet qui fuit. Je les réparais lentement, soigneusement, comme elle aimait. Adrien, pendant ce temps, était en pleine représentation. Il envoyait des emails aux membres du conseil d'administration, remplis de graphiques et de listes à puces.
Il postait des photos souriantes sur LinkedIn en parlant d'honorer l'héritage de sa mère. Il emportait son iPad à chaque réunion comme si c'était un bouclier. À la deuxième audience, il a apporté un projecteur. Maître Chevalier a présenté au tribunal un diaporama léché, des chronologies qui défilaient en bleu et gris. Adrien hochait la tête, confiant. Quand ce fut mon tour de répondre, j'ai dit très peu de choses. J'ai demandé du temps pour examiner les pièces. J'ai noté qui parlait, ce qu'il disait et quand. Ce soir-là, seul à la table de la cuisine, j'ai remarqué un petit détail, un horodatage. L'un des rapports de conformité cités par Adrien avait été modifié 2 jours après la mort de Margot. Le changement était subtil, juste une reclassification, mais la signature a attiré mon attention. Le nom d'Adrien. Je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Je ne l'avais jamais fait. J'ai simplement tourné la page de mon carnet et j'ai noté la date. À 56 ans, je n'étais plus aussi rapide qu'avant. Mes genoux me le rappelaient chaque matin. Mais la patience avait toujours été mon avantage. Les gens sous-estimaient un homme qui réparait des portes et buvait du mauvais café. Ils supposaient qu'il n'avait pas une vue d'ensemble. Ils avaient tort. Parce que pendant qu'Adrien parlait de synergie et de croissance, je suivais la piste des documents, un pas discret à la fois. Et le papier, si on lui laisse assez de temps, finit toujours par dire la vérité. La 3e audience fut celle où les masques sont tombés. Jusque-là, tout était resté poli en surface. Des sourires légaux, un langage prudent, le genre de courtoisie qui cache des poignards. Ce matin-là, Maître Chevalier est entré dans la salle d'audience avec un autre regard. Il ne m'a pas jeté un œil, n'a pas hoché la tête. Il a posé sa mallette comme un homme qui dépose un poids sur une balance. Quand ce fut mon tour de témoigner, il se leva lentement, boutonna sa veste et sourit comme s'il s'apprêtait à me faire une faveur. « Monsieur Morin, dit-il d'une voix douce, parlons de votre parcours. » Je sentis la salle se pencher pour écouter. « J'ai fini le lycée, dis-je. Je suis allé travailler tout de suite après. Pas d'université, dit-il en hochant la tête. Pas de formation commerciale, pas d'expérience de direction. Est-ce exact ? C'est exact. » Chevalier fit un pas. « Et pourtant, vous avez réussi à convaincre une femme mourante de vous laisser le contrôle d'une entreprise valant plusieurs millions d'euros. » Je gardais les yeux fixés sur la juge. Mes mains reposaient à plat sur la table. Je pouvais sentir mon pouls au bout de mes doigts. « Je ne l'ai convaincue de rien, dis-je. Elle prenait ses propres décisions. » Chevalier eut un petit rire. « Vous dites à cette cour qu'une femme sous traitement lourd, luttant contre un cancer en phase terminale, agissait de manière indépendante alors qu'elle était mariée à un homme qui avait tout à y gagner ?» Le mot était lâché, sans être prononcé. Manipulation. Ma poitrine se serra une seconde. Je sentis une odeur d'antiseptique et entendis le bip doux d'un moniteur. La main de Margot dans la mienne, sa voix faible mais ferme. « Ne les laisse pas réécrire ce que nous avons construit. » « Je me suis occupé de ma femme, dis-je, c'est tout. » Chevalier se pencha plus près. « N'est-il pas vrai, insista-t-il, que vous gériez son courrier, ses appels, que vous filtriez qui pouvait l'avoir ? » « Oui, dis-je, à sa demande. »« Et vous vous attendez à ce que nous croyions que vous n'avez jamais influencé sa pensée ?» Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. « Non, dis-je, je m'attends à ce que vous le prouviez. » Quelques personnes bougèrent sur leur siège. Le sourire de Chevalier s'effaça. À l'heure du déjeuner, la radio locale avait repris l'affaire. Je l'ai entendu moi-même, assis dans ma camionnette devant le routier de Raymond, le moteur tournant parce qu'il faisait trop froid pour le couper. Des sources proches du dossier suggèrent que M. Morin a isolé Mme Morin dans ses derniers jours. J'ai éteint la radio et fixé le volant. À l'intérieur, Raymond a fait glisser une assiette d'œufs vers moi et m'a observé d'un peu trop près. Au milieu du repas, la pièce a tangué. Mon cœur s'est mis à battre fort et de manière irrégulière, comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Raymond fut sur pied en 1 seconde. « Doucement, dit-il en me stabilisant. Respire. » Je l'ai fait, lentement. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. C'est passé, mais le message est resté. Je n'avais plus 30 ans. Le stress faisait des ravages, qu'on le veuille ou non. Ce soir-là, j'ai failli appeler Adrien. Le téléphone pesait lourd dans ma main. Un appel, et tout pourrait se terminer. Un arrangement, discrètement. Plus de gros titres, plus de tribunaux. Puis je me suis souvenu de Margot dans le salon, enveloppée dans une couverture, me regardant réparer la porte qui ne fermait plus correctement. « Ne te précipite pas, avait-elle dit. Tu vas casser quelque chose. » J'ai reposé le téléphone.
La campagne de dénigrement s'est intensifiée. Quelqu'un a fuité que j'avais géré les finances de Margot. Quelqu'un d'autre a affirmé que j'avais fait pression sur ses médecins. Rien de tout cela n'était vrai, mais la vérité se déplace plus lentement que la rumeur. Lors de la déposition suivante, Chevalier a essayé une nouvelle tactique, la vitesse, question après question, s'arrêtant à peine pour les réponses, espérant que je trébucherais sur mes propres mots. Ce ne fut pas le cas. J'écoutais, j'écrivais, je notais les heures et les phrases dans mon carnet, comme je l'avais toujours fait. Chaque insulte, chaque exagération, chaque affirmation imprudente, classée. Tard un soir, entouré de papiers sur la table de la cuisine, j'ai cru avoir enfin trouvé ma solution miracle. Une chaîne d'emails qui semblait accablante à première vue. J'ai ressenti une vague de soulagement que je ne m'étais pas autorisé depuis des semaines. Le lendemain, mon avocat a secoué la tête. « La chaîne de possession », a-t-il dit. « Ils vont démolir ça. » Et tout s'est effondré. Je suis resté assis seul après, les mains tremblantes, pas de colère cette fois, mais d'épuisement. J'ai appuyé mes paumes à plat contre la table jusqu'à ce qu'elles se stabilisent. C'est là que j'ai remarqué autre chose, enfouie dans une mise à jour de conformité de routine. Une classification de chauffeur ajustée après la mort de Margot. Approuvée par Adrien. Petit, technique, facile à manquer. Je n'ai pas célébré, je n'ai même pas souri. J'ai tourné la page et je l'ai noté. Parce que les épreuves n'achèvent pas un homme comme moi. Elles lui apprennent simplement où regarder ensuite. Au milieu de la procédure, Adrien pensait m'avoir coincé. Il est entré au tribunal ce matin-là comme un homme se rendant à un entretien d'embauche qu'il sait déjà avoir réussi. Costume sur mesure, écouteurs sans fil, iPad sous le bras. Il m'a à peine accordé un regard en passant, juste un sourire crispé qui disait « Regarde bien ça ». J'ai regardé. L'audience est ouverte sur la présentation par son équipe de ce qu'ils appelaient un « récit clarificateur ». C'était leur expression. Chevalier se tenait à côté d'un grand écran, cliquant sur des diapositives pleines de flèches et de cases de couleurs. « Un paradigme de conformité synergique », a déclaré Adrien avec assurance depuis la barre. « C'est ainsi que nous avons modernisé les opérations après le décès de ma mère. » J'ai noté la phrase dans mon carnet et je l'ai soulignée 2 fois. La juge a penché la tête. « Monsieur Lambert, dit-elle, en termes simples, qu'est-ce qui a changé ?» Adrien a hésité. Juste une fraction de seconde de trop. « Nous avons optimisé les rapports, a-t-il dit, réduit les redondances. Dans mon métier, c'est ce que les gens disaient quand ils ne pouvaient pas expliquer les détails. Je suis resté silencieux. Cet après-midi-là, mon avocat a déposé une demande très ciblée, rien de spectaculaire. Une requête pour obtenir les audits internes, les registres de sécurité et les dossiers de qualification des chauffeurs couvrant les 30 jours suivant le décès de Margot. L'équipe d'Adrien n'a pas objecté. Il pensait que c'était de la routine, ennuyeux. Ça ne l'était pas. Les documents sont arrivés dans des cartons, de vrais cartons, les coins légèrement écrasés, sentant vaguement la poussière et le tonneur de photocopieuse. Je les ai empilés dans la chambre d'amis et je les ai parcourus à l'ancienne, page par page, un stylo à la main. Mon carnet ouvert à côté de moi. Les schémas ne sautent pas aux yeux, ils émergent. Adrien avait ordonné un nettoyage, pas illégal en soi, mais le timing comptait, les signatures aussi, et le fait qu'une poignée de changements embellissait les chiffres. Une ligne m'a glacé le sang. Un chauffeur autorisé pour des trajets longue distance qui n'avait pas l'âge requis. La règle était simple, pas de zone grise. Et la date d'approbation était postérieure à l'enterrement de Margot. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Mon cœur battait lentement et régulièrement maintenant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la concentration. Je ne me suis pas précipité pour le révéler. C'est ce qu'Adrien attendait, une révélation théâtrale, une confrontation. Au lieu de ça, j'ai attendu. À l'audience suivante, Adrien a de nouveau témoigné. Il a parlé avec assurance de la culture de la sécurité et de la surveillance rigoureuse. Il a expliqué le système comme s'il l'avait construit lui-même. Ce n'était pas le cas. Quand il a dit que tous les changements suivaient les directives réglementaires nationales et européennes, j'ai senti le déclic silencieux d'une serrure qui s'ouvre. Ce soir-là, j'ai appelé Marion Grandjean. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix toujours aussi vive. « Franck Morin, dit-elle, je me demandais quand vous appelleriez. J'ai besoin que vous regardiez quelque chose, lui ai-je dit. » Il y eut une pause, puis « Une dernière affaire, a-t-elle dit, envoyez. » Nous avons examiné les documents lentement, attentivement.
Elle n'a pas ajouté de drame. Elle n'en avait pas besoin. Quand elle a terminé, elle a dit « Il ne sait pas de quoi il parle ». « Je sais », ai-je répondu. « Le timing est essentiel », a-t-elle ajouté. « Laissez-le finir son histoire. » Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, en conduisant vers le centre-ville, j'ai croisé une équipe de cantonniers qui réparaient des nids de poules. Des hommes en gilets réfléchissants travaillaient méthodiquement, une section à la fois. Sans précipitation, sans bruit inutile. C'est comme ça qu'on répare les choses. À l'intérieur du tribunal, Adrien riait avec Chevalier, confiant et bruyant. Il pensait que le pire était derrière lui. Je me suis assis, j'ai ouvert mon carnet et j'ai attendu. Parce que parfois, le coup le plus intelligent n'est pas de frapper le premier, c'est de laisser quelqu'un d'autre se pendre avec ses propres mots. Le tribunal était plein ce matin-là. Pas seulement des avocats et des greffiers, mais des journalistes, quelques professionnels du secteur qu'Adrien avait invités pour le spectacle et 2 hommes du conseil d'administration de l'entreprise, assis le dos raide au 2e rang. L'air semblait plus lourd que d'habitude, épais d'une odeur de bois ciré et de vieux papier. Quelqu'un a toussé, une chaise a grincé, puis la juge a pris place. Adrien a commencé. Il parlait comme un homme qui croyait que la salle lui appartenait. Il a exposé son cas avec confiance, tapotant son iPad pour appuyer ses dires, parlant de modernisation des opérations et de protection de la valeur pour les actionnaires. Chevalier arpentait à ses côtés, hochant la tête au bon moment, me jetant de temps en temps un mince sourire. Je gardais les yeux sur la table. Quand Adrien eut terminé, Chevalier se leva. « Madame la juge, dit-il, cette affaire a pour but de clarifier, de séparer le sentiment des faits. Mon client a fait preuve d'un leadership responsable durant une transition difficile. » La juge se tourna vers moi. « Monsieur Morin ?» Je me suis levé. C'est à ce moment-là que Chevalier m'a finalement regardé droit dans les yeux. Son visage a changé. Pas de façon spectaculaire, juste assez. Ses yeux se sont plissés, puis se sont écarquillés d'une fraction de seconde. Sa main s'est crispée sur le stylo qu'il faisait tourner. Le stylo lui a glissé des doigts, a heurté le sol et a roulé. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Chevalier s'est penché pour ramasser le stylo, puis s'est arrêté. Il s'est redressé lentement, son expression indéchiffrable, et a fait une petite inclinaison de tête, sans équivoque. « C'est bien vous » a-t-il murmuré. « Je n'arrive pas à le croire. » La salle est devenue silencieuse. Adrien a ri sous cape, pensant que c'était du théâtre. « Mignon » a-t-il marmonné. La juge s'est éclairci la gorge. « Monsieur Morin » dit-elle avec impatience. « Vous pouvez procéder. » J'ai ouvert mon carnet. Le bruit des pages qui tournaient semblait assourdissant dans le silence. « J'aimerais poser quelques questions à Monsieur Lambert », ai-je dit. Chevalier a hésité, puis a brièvement hoché la tête. J'ai fait face à Adrien. Il avait l'air amusé, détendu. « Monsieur Lambert », ai-je dit, « vous avez témoigné que tous les changements de conformité après le décès de votre mère suivaient les directives réglementaires. Est-ce exact ?» « Oui », a dit Adrien facilement, « absolument. J'ai jeté un coup d'œil à mes notes. Et vous avez personnellement approuvé ces changements. C'est exact. Je me suis approché de la table où les pièces à conviction étaient empilées et j'ai soulevé un seul dossier, juste un. Parlons de ce document, ai-je dit en le brandissant. Dossier de qualification de chauffeur 217B, approbation datée du 14 mai. Adrien a hoché la tête. Oui. 2 jours après les funérailles de votre mère, ai-je ajouté. Il s'est légèrement agité. Nous devions maintenir les opérations. Bien sûr, ai-je dit. Maintenant, pouvez-vous dire à la Cour l'âge minimum requis pour les conducteurs de poids lourds sur les trajets nationaux selon la réglementation? Adrien a cligné des yeux. 21 ans, a-t-il dit. Tout le monde sait ça. J'ai acquiescé. C'est correct. J'ai tourné une page. Et le chauffeur approuvait dans ce dossier. Quel âge avait-il le 14 mai? Adrien a hésité juste une seconde. 20 ans, a-t-il dit. Mais... J'ai levé doucement la main. Répondez simplement à la question. La juge s'est penchée en avant. 20 ans, a répété Adrien. J'ai laissé le silence s'étirer. 3 secondes. 4. Monsieur Lambert, ai-je dit, vous avez approuvé qu'un conducteur mineur opère sur des liaisons nationales. Ce n'est pas, commença Adrien. C'est une infraction, ai-je dit calmement. Pure et simple, une règle claire, pas de zone grise. Chevalier a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai continué. Et ça ne s'arrête pas là. Ce dossier montre une reclassification des heures de service pour masquer des dépassements.
Encore une fois, approuvé par vous. Le visage d'Adrien était devenu blême. Je me suis fié à mon équipe. Votre mère aussi, ai-je dit. La différence, c'est qu'elle connaissait les règles. Un murmure a parcouru la salle. Les journalistes griffonnaient furieusement. L'un des membres du conseil d'administration a enfoui sa tête dans ses mains. La juge a regardé Chevalier. Maître. Chevalier a dégluti. Madame la juge, nous aurons besoin de temps. Non, a-t-elle dit sèchement. Vous allez répondre maintenant. J'ai senti ma poitrine se serrer, non pas de peur, mais de souvenir. Margot, à la table de la cuisine, ses lunettes sur le nez, examinant des rapports tard dans la nuit. Sa voix dans mon oreille. Vérifie les dates, Franck. Les dates sont importantes. Elles le sont, ai-je dit doucement. Adrien le fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Vous m'avez piégé, a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai secoué la tête. Vous avez fait ça tout seul. La juge a ordonné une suspension de séance. Alors que la salle éclatait de bruit, Chevalier s'est approché de moi. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air fatigué. Vous êtes le limier, a-t-il dit à voix basse. J'ai fermé mon carnet. Je suis juste prudent. Quand la cour a repris, le ton avait changé. Les questions sont venues, rapides et pointues. Adrien a trébuché. Le récit qu'il avait construit s'est effondré sous son propre poids. Au moment où la juge a rejeté les principales accusations et renvoyé les problèmes de conformité pour examen, les épaules d'Adrien s'étaient affaissées. Il ne m'a pas regardé en partant. Je me suis rassis, les mains stables sur la table, et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Pas du triomphe, du soulagement. La vérité avait fait son travail. Le tribunal s'est vidé lentement, comme un orage qui se dissipe. Les journalistes se sont regroupés près des marches, les téléphones collés à l'oreille, leurs voix vives d'excitation. Adrien a disparu dans un couloir latéral sans un mot. Ses épaules étaient maintenant voûtées, sa confiance envolée, remplacée par quelque chose de petit et de fragile. Je ne l'ai pas suivi, je n'en avais pas besoin. Je suis sorti dans l'air froid de Lyon et je suis resté là un instant, le laissant me frapper le visage. Mes mains étaient stables. Pour la première fois depuis la mort de Margot, ma poitrine n'était pas oppressée. La justice, avais-je appris, ne crie pas toujours. Parfois, elle se contente de fermer une porte, fermement. Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont tassées, comme la poussière après un long trajet sur un chemin de terre. La juge a rejeté en totalité la contestation du testament par Adrien. Les problèmes de conformité sont allés là où ils devaient aller, entre les mains des régulateurs qui parlent doucement et prennent leur temps. Pas de gros titres criant au scandale, pas de spectacle, juste des conséquences mesurées et légales. Le conseil d'administration m'a approché pour prendre le poste de PDG permanent. J'ai dit non. Ça les a surpris. Je l'ai expliqué simplement. Cette entreprise n'a pas besoin d'un homme qui cherche à prouver quelque chose. Elle a besoin de mains stables. Margot avait déjà choisi ses mains avant de mourir. J'ai honoré cela. Nous avons nommé un responsable des opérations expérimentées, quelqu'un en qui Margot avait confiance. Et je ne suis resté que le temps de m'assurer que la transition était propre. Puis j'ai fait ce dont Margot et moi avions parlé. Une nuit tardive où les antidouleurs s'estompaient et où la maison était silencieuse. J'ai créé une bourse d'études en son nom. Pas quelque chose de tape à l'œil, mais une formation pratique et une éducation à la sécurité pour les femmes entrant dans la logistique et le transport. Celles qui font le travail, pas celles qui en parlent. Quand j'ai signé les papiers, j'ai utilisé le même stylo que Margot gardait dans le tiroir de son bureau. Je suis allé au cimetière un dimanche après-midi gris. Le sol était dur de gel. J'ai balayé les feuilles de sa pierre tombale et je lui ai tout raconté. Pas comme un discours, juste les faits. Ils ont essayé, ai-je dit, mais ils n'ont pas gagné. La maison semblait différente quand je suis rentré, plus légère. Je suis allé à la porte de derrière, celle qui avait toujours coincé, celle que je n'avais jamais vraiment réparée du vivant de Margot parce qu'il y avait toujours autre chose à faire. J'ai pris mes outils dans le garage et j'ai travaillé dessus lentement. J'ai ajusté la charnière, poncé le champ. Quand elle s'est finalement fermée comme il le fallait, je me suis reculé et j'ai ri doucement. C'est drôle, le bruit que fait la paix. Je porte toujours le carnet. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais la plupart du temps, il reste dans ma poche, inutilisé. Le travail est fait. Voilà ce que j'ai appris, si tant est que ça ait une quelconque valeur. Le respect n'est jamais bruyant. La vérité n'a pas besoin de mise en scène. Et si un jour quelqu'un vous traite comme un moins que rien, ne discutez pas. Prenez des notes, vérifiez les dates et laissez les faits parler d'eux-mêmes.